franceinter.com. Votre Majesté sait qu'à défaut des actions éclatantes, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Colbert à Louis XIV. « 2000 ans d'histoire », Patrice Gélinet. Qui aurait pu imaginer que sur les 1000 hectares de bois, de broussailles et de marécages du petit bourg de Versailles se tiendrait un jour un des plus grands chantiers de l'histoire. Des milliers d'ouvriers qui pendant 50 ans ont construit un château, un immense jardin et même une ville à la demande d'un roi qui voulait montrer au monde entier la puissance de la France et le génie de ses architectes, de ses peintres, de ses sculpteurs, de ses artisans et des écrivains et des musiciens que Louis XIV avait réunis à Versailles. Une entreprise insensée à la mesure des difficultés rencontrées. Versailles, écrivait Saint-Simon, est le plus triste de tous les lieux. Tout est sable mouvant et marécage, sans air par conséquent, qui n'y puisse être bon. Saint-Simon ne se doutait pas que 400 ans plus tard, le château de Versailles serait le plus célèbre et le plus visité du monde, y compris par des artistes dont la présence aurait peut-être surpris Louis XIV. France Inter, Philippe Abitboul, le 13 septembre 2009. Versailles, le choc des siècles, le choc des cultures. Après le succès de l'expo Jeff Koons, une autre figure de proue de l'art contemporain s'installe chez Louis XIV. Versailles accueille Xavier Vélan. Surprenante, mais pas trop choquante. C'est joli, c'est un petit plus pour le château de Versailles, mais je ne sais pas ce que ça peut représenter, mais c'est beau, oui. Ça n'a pas violé l'intérieur du château, comme avait violé décidément son nom, là, comme machin. Là. Celle-là, par exemple, je la trouve très bien. Les chevaux, le carrosse, c'est pas tellement anachronique, finalement. Et il faut savoir mélanger les genres. Puis en plus, la couleur violette, en fait, c'était une couleur très importante dans la monarchie. Lamentable. Je ne suis pas contre l'art contemporain, mais ça n'a pas sa place dans un tel contexte. Mathieu Davinia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles et un des auteurs du numéro de janvier du magazine Géohistoire qui sera demain dans les kiosques et intitulé Louis XIV et Versailles. Est-ce que Louis XIV aurait aimé voir Jeff Koons ou le plasticien Xavier Vélan à Versailles ? Alors, il m'est difficile de me substituer à Louis XIV. Ce qu'on peut dire, c'est que Louis XIV adorait la modernité. Donc, on peut supposer qu'il n'aurait pas décrié l'art contemporain à Versailles. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il faut savoir que le château, aujourd'hui, continue à vivre avec son temps et, du coup, peut accueillir des artistes contemporains dans son enceinte. Et cela 350 ans après le début de la construction du château, une décision de Louis XIV d'autant plus surprenante, elle aussi, que c'est dans un des lieux, dans une des régions les plus inhospitalières de France, un cloaque. Alors c'est vrai que le Val de Galie était assez peu réputé pour accueillir un château, mais il faut savoir que Louis XIV reprend un site préexistant, puisque c'était son père, Louis XIII, qui avait chassé pour la première fois en 1607, il a 6 ans, c'est lui qui découvre Versailles, qui adore la chasse, et il construira successivement 2 relais de chasse. Relais de chasse, le second au début des années 1630, qui, il ne faut pas l'oublier, est le début et même le commencement de ce qui deviendra le grand château que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est la chasse véritablement qui est à l'origine de Versailles. Autour d'un tout petit bourg de 500 habitants à peine. Alors, il faut rappeler que Versailles, si Versailles est devenue la résidence du roi, c'était pas la résidence de Louis XIII, c'était même pas la résidence des débuts de Louis XIV. Les rois, d'abord il y avait une résidence itinérante, ils voyageaient énormément de château en château. Mais alors les dernières résidences royales, c'était surtout le Louvre ou encore le château de Saint-Germain. Oui, la cour est très nomade tout au cours du début du XVIIe siècle. Et la cour par excellence, c'est le Louvre à Paris. C'est le château des rois de France et des ancêtres, c'est le Louvre. Alors, se délocaliser, comme le dira Saint-Simon à la campagne, est fort surprenant. Et
même avant Versailles, c'est Saint-Germain-en-Laye qui est la résidence. On l'oublie trop souvent, mais c'est vraiment la résidence préférée de Louis XIV avant que Versailles ne s'impose progressivement aux yeux du roi. Et avant qu'il décide en 1661 d'agrandir le relais de chasse de son père. Monsieur Levaux, Monsieur Lenot, je veux un jardin féerique, des parterres, des bassins, des fontaines, des forêts. Tout doit se construire à partir de cette perspective. Là, sire, la campagne de Versailles est désespérément plate. Le sol est un cloaque. Sur les collines, il y a les arbres, mais là, partout, ce ne sont que marais. La nature se plie comme les hommes. Je le veux, vous le ferez. Mettez 1000, 3000 ouvriers s'il le faut. Plantez des arbres adultes. Magre, il ne peut pas nous emmener dans cette base. Nous allons faire danser ce marais. Danser tout ce royaume. Nous donnerons des balles comme personne n'a jamais osé en rêver. Des illuminations à faire pâlir les étoiles. Nous chanterons la vie, l'amour. Qu'est-ce qui a poussé, Mathieu Davignac, qu'est-ce qui a poussé Louis XIV donc à faire de ce cloaque, enfin construire sur ce cloaque, comme on l'a entendu, un château? Alors, c'est vrai que c'est étonnant de délocaliser la cour de Paris, mais il faut savoir que Louis XIV avait quand même quelques petits mauvais souvenirs dans son enfance avec la Fronde, qu'on nuance désormais, mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais plu à Paris. Et Louis XIV a une vision d'architecte, une vision d'urbaniste. Et il voit certainement à Versailles la possibilité d'étendre à l'infini ce que les gens ne comprennent pas à l'époque, qui sera certainement son chef-d'œuvre. On ne comprend pas du tout Versailles. Et il y voit, alors qu'à Paris, le maillage est ultra serré, le maillage de tissu urbain, il n'y a plus d'expansion possible. À Versailles, il se propose, et certainement aussi par piété filiale, il faut savoir qu'il a perdu son père, il avait 4 ans et demi. On a beaucoup dit qu'il avait été amoureux de ce château et que si jamais on le détruisait... Oui, le château de son père. Oui, le château de son Parce père. que ce qui est amusant, c'est peut-être que les gens qui visitent Versailles aujourd'hui l'ignorent, c'est que le centre du château, c'est en fait le relais de chasse de son père. Il a construit autour de ce relais de chasse, mais le relais de chasse existe encore tel que Louis XIII, ou pratiquement tel que Louis XIII l'avait fait construire. Ce qu'on appelle maintenant, lui, effectivement, le château vieux, ce qui est le corps central, ce qui se déploie autour de la cour de Marbre actuellement, sont une construction de l'époque de Louis XIII. Et Louis XIV décide d'agrandir démesurément ce château avec une vision particulière de l'architecture. On dit aussi qu'il avait été très impressionné et défavorablement impressionné par le château de Vaux-le-Vicomte. Non pas qu'il n'aimait pas Vaux-le-Vicomte, mais alors qu'il n'avait pas lui-même de résidence fixe, enfin s'il y avait Saint-Germain, mais enfin il était très impressionné par cette œuvre extraordinaire qui a été construite par Fouquet à Vaux-le-Vicomte, et que cette visite à Fouquet, avec cette fête qui précède juste la chute de Fouquet, puisqu'il va le renverser, eh bien Fouquet lui faisait de l'ombre, puis il se dit je vais faire mieux que Vaux-le-Vicomte. Alors c'est vrai que Vaux-le-Vicomte, lorsque le roi le découvre lors de la fête du 17 août 1661, impressionne énormément le roi. C'est-à-dire c'est tout le confort, la modernité qu'on pouvait espérer alors, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Fouquet, surintendant général des finances, c'est-à-dire en fait le principal ministre. Le roi avait prévu depuis quelques mois déjà de le faire arrêter, mais c'est vrai que cette fête où il découvre une somptuosité, une modernité, une qualité du décor, l'éblouit totalement. Et l'énerve en même temps. Et l'énerve en même temps. Et le château de Fouquet est plus beau que les miens. Et on verra justement que l'arrestation se fera de façon très courtisane, puisqu'on arrête Fouquet le 5 septembre, le jour de l'anniversaire du roi. Alors il y a eu des petits problèmes. Et on lui emprunte tous ceux qui ont construit Vaux-le-Vicomte. C'est-à-dire que les grands maîtres d'œuvre de Versailles à ses débuts, des débuts de la construction de Versailles, ont travaillé pour Fouquet. Oui, c'était la fameuse triade en fait avec Louis Levaux pour l'architecture, le peintre Charles Lebrun pour les décors intérieurs et André Le Nôtre pour les jardins. Donc c'est vraiment la grande triade de Versailles. Eh bien, monsieur Levaux, où en est l'ouvrage? La grosse maçonnerie de l'aile du Midi est achevée. La plomberie et la couverture
seront bientôt faites. Et dans peu, Votre Majesté pourra voir beaucoup de menuiserie en place. Avez-vous vu, monsieur Levaux, les peintures destinées à orner les 7 pièces du grand appartement? Oui, si. Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute la postérité et les mesures à l'aune des édifices qu'ils ont construits. Versailles restera après moi le palais de ma dynastie. Gardez ceci à l'esprit et ne ménagez aucune des beautés qui pourraient l'enrichir. Avez-vous, monsieur Colbert, estimé d'après les plans combien de personnes le palais pourra abriter? Oui, sire. 13 000 personnes. Je veux que les plans soient agrandis jusqu'à 15 000. Quand les seigneurs et souverains étrangers viendront nous rendre visite, l'immensité et les nouveautés dans l'ordonnance de ce palais seront pour eux la juste mesure de la puissance de la France. 1000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Parmi ceux qui ont construit, qui ont imaginé Versailles, on a cité Levaux, le nôtre, Lebrun, il y avait Louis XIV lui-même. Il a activement participé à la construction au cours d'un règne très long. D'ailleurs, sa construction a duré pendant des années. Oui, Louis XIV s'implique totalement dans la construction de son palais et on pourrait parler en cela d'un roi architecte. On le voit très bien avec sa correspondance, tout d'abord avec le contrôleur de Versailles qui est monsieur Petit, mais assez rapidement aussi avec Colbert. Alors Colbert, lui, qui est effrayé par les dépenses que suppose la construction. Alors Colbert est un Colbert, le successeur de Fouquet. Voilà, successeur de Fouquet, en tout cas au niveau des finances, et puis par la suite comme surintendant des bâtiments, Colbert ne comprend pas l'engouement de Louis XIV. Il est complètement surpris, il se dit mais il oppose Paris à Versailles, le mot palais et château, c'est-à-dire que le château c'est pour la campagne, les palais c'est pour Paris, et voilà que Louis XIV lui demande de sortir des milliers de livres pour aménager, agrandir. Le livre, la monnaie de l'époque. Les livres tournois, où il lui demande de sortir des milliers de livres tournois, et en bon fonctionnaire, néanmoins, il mettra toute son application à faire que le château se développe au mieux. On dit qu'il aurait coûté l'équivalent à peu près de 1 milliard d'euros d'aujourd'hui, c'est quand même assez considérable. Il y a des chiffres d'ailleurs dans la revue justement Géohistoire, des chiffres que représentent ces travaux. Alors je lis 500 000 mètres cubes de terre déblayés pour creuser le Grand Canal, 120 000 mètres carrés de toiture posée et 21 600 mètres cubes de marbre commandés, 36 000 ouvriers, 3 200 accidents du travail, 30 km de canalisation, c'est absolument énorme. C'est lié tout simplement à la difficulté, pas seulement à l'étendue des travaux, mais à la difficulté du lieu sur lequel le château a été construit. Mathieu Davignard. Oui, alors c'est le chantier du siècle, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur des marais malsains, on est obligé de niveler, d'assainir les marais, et on construit de toutes parts. C'est-à-dire que tous les travaux se font simultanément. On emmène des pierres de toute la région parisienne. Elles viennent, je crois, du Val de Galie. Il y a du Val de Galie, il y a également de plusieurs endroits, de Saint-Leu, de Torcy, la pierre de Torcy, etc. Et tout ça se fait simultanément et engendre des milliers de personnes qui viennent travailler sur place. Et de corps de métier. Des corps de métier, on a des manœuvriers, on a des charpentiers, on a des plombiers, on a des gens qui sont réquisitionnés, parce que lorsque le roi est pressé, évidemment, on a des dérogations de la part de l'archevêque de Chartres, qui délivre des dispenses pour qu'on puisse travailler le dimanche, la nuit. Donc c'est un chantier bruyant, poussiéreux, où tout se met en branle pour le plaisir et le confort du roi qui... Et meurtrier, parce que parmi les victimes de ce chantier, il y a eu beaucoup de gens, notamment des soldats, qui ont travaillé sur ce qu'on appelle le chantier de l'Eure. Alors il faut rappeler que le problème, qui est très curieux, vous le rappelez d'ailleurs, Mathieu Davignard, le problème, curieusement, c'est que ce marécage manque d'eau. C'est-à-dire qu'il faut amener de l'eau parce que parmi ce qui compte le plus pour Louis XIV, c'est son jardin et ce sont les fontaines. Il faut les alimenter en eau. Et l'eau, on la fait venir de très loin. On la fait venir de l'Eure jusqu'à... Alors, effectivement, la première fois, au début, lorsque Versailles est une simple résidence de plaisance, les fontaines, on trouve suffisamment d'eau. Mais rapidement, le roi, ce qu'il veut dans son château, c'est impressionner. Les fontaines, on connaît
Les Francini qui arrivent d'Italie connaissent parfaitement l'art des fontaines. Néanmoins, ce que veut Louis XIV, c'est impressionner par le débit de l'eau. Et il faut pour cela des mètres cubes d'eau qui arrivent de toutes parts. Et il ne les trouve pas à Versailles parce que le terrain n'est absolument pas approprié pour l'eau. Et du coup, on fait des travaux pharaoniques, dont cette fameuse travaux de la rivière d'Eure, où on a dans l'idée de faire venir l'eau depuis l'Eure jusqu'à Versailles. Et ce n'était pas si délirant que cela, dans la mesure où il a manqué que quelques kilomètres de tronçons pour que l'eau arrive jusqu'à Versailles. C'est la guerre uniquement. Du coup de la Seine, il y a eu cette machine de Marly, dont on voit d'ailleurs aujourd'hui qui malheureusement n'alimentera que les jardins de Marly. Et cela pour un château dont la construction n'est même pas finie lorsque Louis XIV décide de s'y installer, 20 ans après le début des travaux, en 1682. Il est temps maintenant que l'on prenne toutes les dispositions pour que Versailles devienne la demeure du roi de France. La cour à Versailles, sire ? Vos ministères sont nombreux et peuplés. Je ne vois pas encore comment les réunir tous à Versailles. Pourtant, il le faudra bien. Du grand commun à l'aile du Midi, faites en sorte que tous trouvent la place qui leur revient. Versailles manque d'appartements. Sire, il va falloir encore construire. Mais construisons, Colbert. Construisons. Mais à la fin, tout homme qui aura le goût de l'architecture trouvera que ce bâtiment ressemble à un petit homme avec de grands bras et une grosse tête, c'est-à-dire un monstre de bâtiment. Si le roi est à Versailles, si rien ne peut se faire en France sans passer par le roi, toute la noblesse sera à Versailles. S'il y en a qui ne délogeront point de Versailles, ce sont bien les maçons. Tu entends le boucan qu'ils font avec les travaux qui s'éternisent. Notre roi va continuer à partager son temps entre Versailles et Saint-Germain. Il est impossible de s'y retrouver. Pas un endroit qui n'a été modifié 10 fois. Ce Versailles ne m'enchante guère. Il est sans âme. Le roi de France dans le plus triste et ingrat de tous les lieux. La cour pour toujours à la campagne. Quelle désolation. Quoi? Pure mi fa sol, che la musica con, il sera perdido parler la personne de belles choses que voilà. Dire non pas que la France tomberait votée, que dans ce sens qui mi fa sol, la belle chose que voilà. La belle chose que voilà. Apprenez qu'à la cour, on s'accommode aux gens. C'est Marc-Antoine Charpentier. C'est un morceau qui est tout à fait contemporain de l'époque du château de Versailles et de cette cour qui n'aimait pas du tout, à l'évidence, d'après cet extrait de film très réaliste, qui n'a pas du tout aimé s'installer à Versailles. Mais non, parce que justement, quand Louis XIV décide le 6 mai de venir s'installer de façon 82, pérenne, 6 mai 1682 à Versailles, on dit quoi qu'il fût encore rempli de maçons. Et c'est vrai que la cour s'installe dans la poussière, dans le bruit. La dauphine qui est sur le point d'accoucher est obligée de déménager tellement ça sent la peinture dans son appartement, est obligée d'aller justement dans l'appartement de Madame Colbert qui est terminé. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, on est en travaux permanents. C'est une prison dorée. D'ailleurs, c'était voulu comme ça par Louis XIV. En fait, cette noblesse dont il se méfie quand elle est loin de lui, qui peut fronder, comme ça s'est produit justement dans son enfance, comme ça, il l'a sous les yeux. Alors, il l'a distrait. Versailles, c'est aussi l'endroit où on a découvert Molière, Lully. C'est très impressionnant, ça. Ils n'ont pas construit le château, mais ils ont participé à sa naissance. C'est vrai que la naissance de Versailles naît un peu des jardins et des fêtes qui s'y sont tenues, puisque les grandes fêtes de la jeunesse du règne se tiennent à Versailles. On connaît les plaisirs du Lys enchanté en 1664, avec Molière, Lully, les associations Molière-Lully, en 1668, 1674. Mais en 1682, étonnamment, lorsque le roi vient s'installer avec sa cour à Versailles, où c'est une sorte d'utopie, le but c'était de faire rassembler en un seul même lieu les lieux de pouvoir, la noblesse, etc., pour éviter les autres coteries. Mais quand on arrive en 1682, il y a bien longtemps que le roi qui a déjà vieilli, n'a plus de maîtresse officielle, il va se marier sous peu avec Madame de Maintenon, on s'ennuie à Versailles en 1682. Tout est policé. Les divertissements qu'on appelle les soirées d'appartement sont obligatoires. La dauphine ne peut pas y échapper. Et le roi, lorsqu'elle refuse d'y aller parce qu'il est un peu malade, elle lui dit « Madame, nous ne sommes pas des particuliers, nous devons tout entier à notre public ».
On oublie souvent, Mathieu Davignac, que Versailles, c'est pas seulement le château, et que pour loger tout le personnel nécessaire, l'administration du royaume, tous les serviteurs nécessaires à Versailles, et puis les nobles qui ne logeaient pas dans le château, c'est toute une ville. Versailles, c'est une ville nouvelle au XVIIe siècle quand elle apparaît. À partir de ce petit bourg de 500 habitants, ça devient une véritable ville. Oui, c'est l'éclosion d'une ville nouvelle. À la fin du règne de Louis XIV, on a 25 000 âmes qui habitent véritablement à Versailles. Et Louis XIV fait une politique incitative financière. Il propose qu'on vienne construire à Versailles et du coup on n'a pas d'impôt, on n'a pas d'impôt foncier, on ne peut pas être saisi sur sa maison si on construit un hôtel à Versailles. Donc il y a toute une politique d'urbanisme qui se fait à Versailles, qui se centralise vers le château. Et qui va se prolonger après Louis XIV, il meurt en 1715. Ses successeurs vont continuer. Ce chantier n'est pas vraiment fini. On va voir Louis XV qui renouvelle les appartements, qui les rend plus petits parce qu'il n'aime pas trop les grandes fêtes, qui construit le petit Trianon avec l'œuvre de Gabriel. Pour Madame de Pompadour. Alors l'évolution au cours du XVIIIe siècle, c'est la naissance de l'intime. On a Louis XIV qui était à la fin du règne, on a à peu près les proportions du château aujourd'hui. Néanmoins, avec Louis XV puis Louis XVI, c'est les arrière-appartements, les arrière-cabinets, les très arrière-cabinets. On a aussi Louis XV qui a dans l'idée de retransformer totalement le château en style néoclassique. C'est l'aile Gabriel qui a été simplement construite. Et avec Louis XVI, c'est le fameux domaine de Trianon, où on a le hameau où Marie-Antoinette voulait vivre telle une bergère à la campagne dans les domaines de Trianon. Là, c'est la fin du chantier parce que c'est la fin du règne aussi. En 1789, Marie-Antoinette et Louis XVI sont chassés du château par la Révolution française. D'ailleurs, la Révolution commence dans le château de Versailles avec la réunion des fameux États généraux. Et puis après, la Révolution ménage curieusement ce château qui symbolisait pourtant, aux yeux des révolutionnaires, le pouvoir absolu. Alors c'est très étonnant, effectivement, puisque au moment des journées des 5-6 octobre, on envahit le palais, on massacre quelques petits gardes du corps néanmoins, on biffe quelques insignes royaux, et il y a une période de flottement pendant quelques années, et finalement le château est sauvé, comme la plupart des châteaux royaux, mais dans le but de le mettre à disposition des citoyens pour que ce soit un lycée, un gymnase, un musée du génie, quelque chose comme ça. Ça doit servir à l'éducation des citoyens. C'est ce que fera un roi de France au début du XIXe siècle en transformant le château en musée. Nous, Louis-Philippe Ier, roi des Français, ordonnons que, à dater du 1er septembre 1833, le château de Versailles devienne un musée consacré à toutes les gloires de la France. La visite du château, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons la terminer là. Ce qui prime tout, c'est de se souvenir que toute l'histoire de notre pays s'est déroulée dans ce château pendant plus de 300 ans. Et on vient d'entendre Bourvil dans un extrait de Si Versailles m'était compté de Guitry. Versailles, c'est vrai qu'il accompagne l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Cette revue Géohistoire le rappelle. Après le musée, c'est là aussi qu'a été proclamé l'Empire allemand par les Allemands qui occupaient le château. Ensuite, ça a été le gouvernement de la République avec Thiers et qui se réfugie pendant la Commune à Versailles. C'est là aussi qu'a été signé un traité très important qui a remodelé la carte de l'Europe, le traité de Versailles en 1919. Oui, alors dès le règne de Louis-Philippe, on a une évolution, le château continue à être histoire, et le traité de Versailles en 1919, c'est une petite revanche en fait de la part des Français, où ça s'est imposé, le choix s'est imposé assez naturellement, puisque Guillaume avait proclamé l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces, et en 1919, on décide évidemment de
de faire le traité qui met fin aux hostilités à Versailles. C'est une évidence pour les Alliés de faire cela sous le tableau justement du roi gouverne par lui-même de Louis XIV dans la Galerie des Glaces. Et c'est là que la République traite ses hôtes dans les palais royaux, dans la fameuse Galerie des Glaces, où De Gaulle a reçu Kennedy, où François Mitterrand a reçu ce qui s'appelait à l'époque le G7. Il y a eu des fêtes en 1982 absolument incroyables. Oui, Versailles est un palais national, on oublie de le dire, mais c'est là où se réunit le Parlement. Sous la Troisième République et la Quatrième République, tous les présidents de la République, depuis 1875, étaient élus à Versailles. Ensuite, c'est la salle du Congrès, c'est là où on révise la Constitution de la Cinquième République, notamment en 2009, en juin 2009, où le président Nicolas Sarkozy est venu sur place à Versailles, et c'est là où les grandes festivités du règne se tiennent, notamment où il y avait pendant de longues années à Trianon des chambres pour les suites présidentielles où le président de la République, le général de Gaulle, souhaitait traiter ses invités convenablement. Et c'est là aussi où se déroulent encore des expositions. Il y en a une qui se tient en ce moment jusqu'au 27 février au château de Versailles. C'est une exposition qui s'appelle « Sciences et curiosités à la cour de Versailles ». Il ne faut pas l'oublier. Les sciences ont été bien accueillies aussi à Versailles. Versailles est à l'origine de beaucoup d'inventions à cause de la difficulté du chantier. Oui, Béatrix Saul, le commissaire de l'exposition, le directeur du musée, a tenu justement à ne pas montrer une cour oisive. On imagine que les courtisans ne font rien dans la journée. Alors il n'y a pas lieu ici de défendre les courtisans. Néanmoins, il faut savoir que le pouvoir était incitatif et a été moteur dans le développement des sciences. Et cette exposition compliquée à monter est une réussite merveilleuse avec toutes les grandes techniques d'aujourd'hui et présente à la fois des objets et un multimédia extraordinaire que je vous invite vraiment à aller voir, qui est magnifique. Merci Mathieu Davignat. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture du numéro de janvier du magazine Géohistoire consacré à Louis XIV et Versailles, un numéro qui sera en kiosque demain et dont nous sommes partenaires. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Versailles de Louis XIV, le fonctionnement d'une résidence royale au XVIIe siècle, publié chez Perrin, et que vous allez faire paraître prochainement avec Raphaël Masson, Versailles pour les nuls, chez First Edition. À lire enfin Le Roi Soleil, le règne éblouissant de Louis XIV, un beau livre qui vient de paraître aux éditions Atlas. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Le Roi Danse de Gérard Corbiot, Versailles, le rêve d'un roi de Thierry Bastiani, tous deux disponibles en DVD chez France Télévisions, La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini en DVD chez MK2, et Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry en DVD chez René Château Vidéo. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Claudine Lapersonne et Sophie Moreno, documentation Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard et Virginie Leduo, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, de Jules Ferry à la pilule, l'éducation des filles.